Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Monsieur Raoult et Monsieur Drancourt pour l'invitation. Donc, vous inquiétez pas, ça va être très rapide. Je vais parler de la paléomicrobiologie et des sources de la grande peste de Marseille 1720-1722. Donc, tout d'abord, on connaît la peste parce qu'on la connaît par les sources historiques, en fait. Et comme l'a dit Monsieur Signoli, c'est pas parce qu'on parle forcément de peste qu'on parle de Yersinia pestis. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en fait? On regarde le tableau clinique. Donc, en fait, je me suis amusé à mettre une description d'un médecin marseillais, Chicoineau, et en parallèle d'une description de Yersin sur la peste bubonique. Et en fait, on voit que c'est assez frappant parce qu'il y a de grandes similarités. On parle d'un grand Chicoineau à gauche parle d'un grand abattement de force et une appréhension avant d'avoir la peste. Yersin également, un accablement, une prostration. Après, on parle d'une forte fièvre accompagnée de délire, un bubon qui apparaît 75 fois sur 100 dans l'aine, 10 fois sur 100 dans les selles et rarement à la nuque ou d'autres régions. C'est exactement ce que Chicoineau aussi dit, vous pouvez le voir, un bubon très douloureux, communément, situé communément 3 ou 4 travers de doigts en dessous de l'aine, quelquefois dans l'aine, aux aisselles ou aux glandes parotides. Ensuite, on parle aussi de Yersin, décrit aussi des taches sur le corps, ce que fait aussi Chicoineau. Il parle de taches pourprées répandues sur le corps, donc c'est assez similaire, donc on est assez convaincu d'avoir affaire à la peste quand on lit ça. Donc après, il y a des choses par contre qu'on ne retrouve pas, comme les charbons, qui restent pour l'instant un petit peu un mystère, parce que c'est pas encore décrit dans l'épidémiologie actuelle. On ne parle pas encore beaucoup de charbon, mais à l'époque on en parlait beaucoup, on verra plus tard. Ensuite, les sources historiques, Michel Signoli il y aura un peu de redite, désolé, mais nous permettent de bien identifier les charniers aussi de peste, par exemple le charnier de la Major, qui a été fouillé, et en fait on voit que dans les sources historiques, on décrit aussi le moment où il a été creusé, donc on rouvrit deux grandes fosses du côté de la cathédrale qu'on appelle ici la Major et qu'on remplit. Donc ça a permis aux anthropologues de dater ce charnier, en fait, on sait qu'il a été creusé et rempli entre le 21 août et le 2 septembre 1720. Donc ça nous permet d'avoir des descriptions très précises. Et une fois qu'on a ça, évidemment, les anthropologues nous fournissent des dents avec beaucoup de bonnes informations. Donc ici, j'ai fait une carte très sommaire. Évidemment, il n'y a pas tout, parce que toutes les localités, en fait, quasiment ont été touchées par la peste, mais il y a les principales. Donc vous voyez, ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est en rouge. Donc ce qui est au XVIIIe siècle, c'est la peste de Marseille. Et en fait, à chaque fois que vous avez un petit triangle, c'est quand on a identifié, on a eu la confirmation biologique de la présence de Yersinia pestis sur ces charniers. Après, les autres, ce sont on va dire, des charniers putatifs de peste, mais il faudra les investiguer un jour. Donc, évidemment, la première, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, la première identification de la peste ancienne, ça a été fait sur la peste de Marseille, sur le charnier de l'Observance, avec l'amplification du gène plat. L'utilisation de la pulpe dentaire qui est devenue après à quelque chose comme un échantillon de référence, donc je ne vais pas redire pourquoi, parce que c'est un petit peu du sang, enfin c'est carrément une petite goutte de sang séché, c'est a priori de toute contamination, ça résiste très bien à la taphonomie, et ça a été la première fois qu'on a confirmé une bactériémie ancienne à Yersinia pestis. Ensuite, il y a eu d'autres méthodes que je vais évoquer aussi très rapidement, qui ont permis d'identifier 4 autres charniers pour la peste de Marseille. Donc il y a la méthode développée par Bianucci, qui est le test de diagnostic rapide en fait, qui marche avec la détection de l'antigène F1 de Yersinia pestis. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus sensible que les PCR et qui permet d'avoir une première, on va dire, de screener une première fois des charniers pour voir un petit peu si la présence de la peste peut être ensuite réinvestiguée. Donc, et la deuxième méthode, c'est M. Drancourt en a parlé mieux que moi, c'est la paléoprotéomique, donc qui nous permet d'avoir les peptides à la fois de l'hôte et des bactéries. Donc ici, c'était les peptides qu'on a détectés qui appartenaient, qui étaient 100% spécifiques avec Yersinia pestis. Donc ces 4 charniers, c'était le Délos, le couvent des Capucins des Ferrières, Notre-Dame de Cadéro et l'Observance. Vous avez ici les méthodes qui ont été utilisées. Donc ensuite, une fois qu'on avait détecté la peste à Marseille, il fallait un petit peu faire un génotypage de la souche qui était responsable de cette peste-là. Donc il y a eu un premier article qui a été fait en 2007 où en fait, sur les échantillons du Délos et de l'Observance, et qui a montré une délation de 80
paire de bases sur le gène GLPD qui correspond en fait à une absence de fermentation du glycérol, et ça permet de caractériser la peste en fait en biotypes, en différents biotypes, et ça on a caractérisé la peste comme étant du biotype orientalis, de type orientalis. Ensuite, il y a eu le génome qui a été fait sur l'observance en 1722 par l'équipe de Boss, et 5 génomes ont été séquencés, pareil sur le charnier de l'observance aussi, et là par contre les auteurs, pour eux, la souche est beaucoup plus proche de Medievalis, donc en fait la souche qui a causé la peste noire. Et en fait, les auteurs suggèrent que cette peste noire a persisté en Europe durant au moins 3 siècles avant de causer la peste de Marseille, donc dans un espèce de réservoir temporaire, et qu'elle aurait réémergé, ce qui remet un petit peu en cause l'histoire qu'on connaît tous du Grand Saint-Antoine et de l'arrivée de la peste qui serait une importation du Levant. Donc là, vous avez un résumé, un bilan de tout ce qui a été fait en paléomicrobiologie sur la peste de Marseille. Donc on voit les charniers qui ont été investigués, on voit que des charniers datant strictement de 1720 n'ont pas été investigués. On a eu 1722 et 2021. Donc il reste encore des questions sur la peste de Marseille. Tout d'abord, la compréhension de la dynamique de l'épidémie. Donc est-ce que c'est une résurgence de la peste noire? Est-ce que c'est plusieurs vagues d'importation comme on pensait le connaître, justement, avec l'introduction d'une souche du Levant via le Grand Saint-Antoine? Est-ce que c'est une seule et même épidémie au cours de ces 3 années, ou est-ce que c'est plusieurs vagues successives de réintroduction, une fois en 1721 puis en 1722? Quels étaient les vecteurs et les réservoirs, et quelle était la souche en 1720 et 1721? Parce qu'on n'a qu'une souche qui a été séquencée, c'est 1722. Donc voilà. Donc on a fait un petit travail pour essayer de répondre un petit peu à ces questions. Donc en fait, on est revenu au texte historique. On a pris 18 textes historiques sur la Grande Peste de Marseille, et en fait, on les a analysés avec un logiciel Dissect2, qui est un outil d'analyse de l'expression différentielle des gènes, au départ, qu'on a un petit peu détourné pour atteindre nos objectifs, et on a utilisé des textes contrôle négatifs, qui étaient 18 autres textes datant du XVIIIe siècle, mais sur d'autres maladies. Et on les a confrontés à ceux de la peste, et en fait, on a généré un word cloud, comme ça, et avec des p-values. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est en rouge est extrêmement significatif, et ce qui est en noir est seulement enrichi dans les textes de peste. Et ce qu'on voit avec ça, c'est que ça nous donne des informations sur les sources en fait, de la peste, pour répondre à la question du Grand Saint-Antoine par exemple, ou de la persistance d'un foyer. Donc vous voyez les sources, parce qu'après on est revenu au texte évidemment. Dans les textes historiques, les sources de peste sont la viande, les habits, les insectes, marchandises, les hardes, les meubles et les chiens. Les chiens étaient accusés de répandre la peste, mais n'en mouraient pas. Et donc on a pris le mot par exemple marchandise, car c'est le mot le plus significatif, et on a fait ce qu'on appelle une analyse nichée, c'est-à-dire qu'on a demandé au logiciel de nous dire, à chaque fois que dans le texte il y a le mot marchandise, quels sont les 10 mots qu'il y a avant et les 10 mots qu'il y a après, c'est-à-dire la phrase dans laquelle marchandise est contenue, quels sont dans cette phrase les mots significatifs. Et là, la réponse saute aux yeux. Et en fait, ce que disent les sources historiques, c'est, on le savait, mais que les marchandises viennent du Levant sur des vaisseaux à Marseille. Ensuite, une deuxième chose qui est intéressante, c'est si on s'attarde sur les hardes et sur les habits. Donc on sait que les hardes et les habits, les puces quittent très rapidement ça. Les seuls vecteurs qui peuvent rester dans les hardes et les habits, c'est évidemment les poux de corps. Donc M. Raoult en a parlé. Donc le rôle des poux de corps dans les épidémies de peste a été quasiment démontré. Donc il y a eu des études expérimentales qui ont montré leur capacité à transmettre par piqûre, et des études des modèles mathématiques dans PNAS qui ont montré que, en gros, sur 9 épidémies de peste, ce qui est le plus vraisemblable, c'est que ces épidémies ont été diffusées par les ectoparasites. C'est ce qui marche le mieux. Donc ça remet toujours encore une fois le rôle des rats et des puces un petit peu de côté, qui ne permettent pas d'expliquer évidemment ces épidémies. Il y a aussi une autre manière de montrer que le poux de corps peut être responsable des épidémies à Marseille, ça serait évidemment de détecter la bactérie à l'intérieur des poux de corps, comme ça a été fait en 2006 pour le charnier de Vilnius. On a
des séquences d'ADN spécifiques à Barthona Quintana ont été retrouvées à partir des fragments. Vous voyez ici des petits bouts de corps. On en a aussi également parlé, donc on pourrait faire la même chose sur les épidémies de peste. Et ensuite, je reviens un petit peu à cette approche historique. Elle nous montre aussi d'autres choses. Elle nous montre aussi les symptômes et les traitements. Donc voilà, les vomissements, livides, soif, transpiration, bubon, qui est le symptôme absolu de la peste, le charbon qui sort, et après les traitements, les vomitifs, les thériaques, les parfums. Et on a fait la même chose, on a fait une analyse nichée autour du mot bubon, et on voit qu'autour du mot bubon, le mot le plus significatif est charbon. Il y a aussi parotide, tumeur, pustule, glande. Et en fait, c'est intéressant d'étudier ça, parce que ça nous donne aussi un tableau clinique qui peut être lié à différents types de contamination. Donc pour aller un peu plus loin, on a compilé avec Michel Signoli en fait les symptômes. On a réussi à trouver 96 patients, anciens patients, parce qu'ils sont décrits par les médecins. Donc c'était les personnes identifiables. On avait le nom, le prénom, les symptômes, un petit peu tout. Et on a créé une fiche d'enregistrement systématique pour ces personnes-là. Et ensuite, j'ai compilé un petit peu les symptômes. Donc évidemment, le plus gros symptôme qui sort, c'est le bubon, vomissement, frisson. Après, on a toujours ce fameux charbon qui revient, qui est quelque chose encore d'assez mystérieux. Fièvre, hépatomégalie, le foie gonflé, gonflement du cœur, tache bile anormale. Donc aussi, on a un peu un tableau digestif pour ce genre de symptômes. Et ensuite, si on compile la localisation, parce que ça aussi c'est très important pour connaître les vecteurs, la localisation des bubons, des charbons et des tumeurs, on obtient laine, cuisse, aisselle, cou, et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est exactement ce que Yersin décrit, et ce que Chiquano décrit. Donc c'était aussi pour voir, comparer vraiment de manière impartiale, enfin non biaiser les sources historiques, et juste mathématiquement voir si ça correspondait à ce que les gens décrivaient, et effectivement ça marche. Et ensuite, juste une dernière chose qui pourrait nous permettre de répondre à une autre question, la question des souches et des réintroductions successives. Donc là, on est en train d'essayer de séquencer le génome de la souche de la Major, du charnier la Major 1720, pour voir et la comparer avec celle de 1722, pour voir si c'est la même souche, est-ce qu'elle a muté, est-ce qu'il y a eu une réintroduction ou pas. Donc ça va apporter un élément de réponse assez intéressant. Voilà, je vous remercie pour votre attention.